Bonjour, moi c'est Lucian et donc je suis avec mon collègue Pietro et donc on va parler de machine learning, de ChatGPT et des technologies moteurs de recherche. Pour commencer, juste on se présente vite fait. Donc nous sommes avec une société qui s'appelle Adeline. Nous sommes experts dans tout ce qui est technologie search en fait au sens large. On travaille avec Elasticsearch, OpenSearch, Solar. Et donc, on développe également une solution search pour le e-commerce et un moteur de recherche collaboratif qui s'appelle All.Site. Avant de commencer, on aimerait vous connaître un petit peu. Et puis, ça permet aussi de mieux gérer en fait la suite de la présentation. Donc, qui utilise ChatGPT? En fait, c'est une conférence qu'on fait depuis très longtemps, mais je vais reformuler la question. Qui utilise ChatGPT tous les jours? Voilà. OK. Donc, bon, une grosse moitié de la salle. OK. Qui connaît Hugging Face? Mais pas le emoji, la communauté machine learning. OK, donc très bien. Donc, vous êtes très nombreux, donc c'est bien. Et qui connaît Elasticsearch, OpenSearch, Solar? OK, encore plus. OK, donc c'est super. Donc vous êtes du coup venus au bon endroit. Donc on a une feuille de route assez chargée. On va essayer de rester dans les clous. On a 40 minutes. On va parler donc de NLP. On va parler de ChatGPT, on va parler aussi un peu d'historique, comment on est arrivé là. On va parler de Hugging Face un petit peu et comment en fait Hugging Face rejoint en fait un peu les moteurs de recherche, les LLM bien entendu. On va avoir plusieurs démos, on va essayer de faire autant de démos que possible. Et puis quand on n'a plus de temps, donc on a des copies d'écran, donc on va expliquer. Voilà. La première version de cette présentation était faite à un meetup qui s'appelle Search and Data. Donc c'est un meetup qui se réunit régulièrement à Station F ou à Station F ou à d'autres occasions, donc pas que Station F finalement. Et donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par ces technologies-là, donc Elasticsearch, OpenSearch, Solar, et les technologies data, donc tout ce qui est base de données vectorielles maintenant, des choses comme ça. Vous pouvez jeter un coup d'œil. En fait, il y a des choses sympas qui s'y passent. Il y a une version anglaise en fait qui a été présentée à Devoxx UK aussi en début d'année. Et donc ça, c'est une version améliorée et puis adaptée pour Toulouse. Ouais, merci Lucian. Donc on va voir un peu l'histoire du NLP, donc traitement de langage naturel. On a une grosse évolution à partir de 1950, de première expérience de Georgetown. Donc on est dans les États-Unis avec la première traduction en phrase de l'anglais au russe. Pour l'époque, c'était une révolution. Pour nous, c'est quelque chose qu'on fait avec Google Translate tous les jours. Et les décennies après, on avait les premiers chatbots. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on utilise toujours, qu'on utilise maintenant et qu'on a découvert le siècle dernier. Et 2003, on a l'utilisation des réseaux neuraux pour comprendre la phrase, pour donner à les ordi la possibilité de comprendre les phrases. 2013, on passe à la vectorisation, très importante pour tout ce qui est recherche vectorielle. Et super important, en 2017, on a l'introduction de l'architecture des transformers qui va vraiment révolutionner un peu le domaine de l'NLP. Et donc, on a la naissance de BERT, voilà, le beau gosse jeune, et de GPT 2022. Et donc, on a les différentes GPT-3, GPT-4. Ça a évolué, bon, pas dire que ça évolue vite parce que ça fait quand même 70 ans, mais ça a évolué et on est arrivé
on est arrivé loin parce que en fait, on a plusieurs facteurs qui l'ont aidé. Les données ils sont partout et on les utilise pour entraîner notre modèle. On a de l'hardware incroyable maintenant. On a vu le keynote des ordi incroyable. Ça a évolué tellement vite, c'est vraiment incroyable. Maintenant, on a la puissance dans notre main et avant, on avait des ordi énormes qu'elle n'arrivait pas à avoir la puissance d'une calculatrice d'aujourd'hui. Et comme je disais, on a aussi les transformers. Donc ça a révolutionné vraiment l'NLP avec le mécanisme de l'attention. Donc les modèles, ils ont la capacité de comprendre vraiment le contexte de la phrase. C'était un peu les limites les réseaux neurales récurrentes. La capacité de comprendre tout le contexte de la phrase, eh bien, c'est ça qu'on a avec les transformers. Et aussi, on a une autre chose très importante, c'est la possibilité de fine-tuner notre modèle. Donc, on peut définir différents cas d'utilisation. On peut faire ça avec ce type d'architecture. Et donc, très rapidement, on a aperçu sur GPT, on a une architecture toujours basée sur les transformers. On a plusieurs couches de décodeur dans notre cas, à différence de BART, qui utilise plusieurs couches d'encodeur. On a un entraînement complexe en 3 étapes. Donc, on entraîne notre modèle, comme tous les large language models, sur des gros corpus de données. On l'utilise vraiment partout. On l'utilise dans l'e-commerce. On l'utilise aussi dans les moteurs de recherche, dans l'assistance client. Et bien, c'est vraiment le secteur le large language model, c'est vraiment un secteur en expansion. Ce slide, il faudra la mettre à jour parce qu'on a toujours de nouveaux modèles qui sortent. Et heureusement, on a aussi de l'open source. Ici, on voit les choses en jaune c'est des modèles open source, donc on peut utiliser normalement sans souci. Bon. C'est un marché très compétitif. On voit vraiment toutes les entreprises qui l'ont vraiment investi beaucoup dedans. Donc c'est une slide qu'il faut mettre à jour toutes les semaines. Toutes les semaines en fait. Ok. Avant de passer en fait, donc l'objectif de cette conférence, c'est d'essayer en fait de cloner ChatGPT, donc de faire comme ChatGPT, mais sans ChatGPT, d'accord? Donc c'est ça qu'on se donne comme objectif. Mais avant de se lancer dans ça, parce que c'est quand même complexe, on va essayer en fait déjà on va pas pouvoir faire ça en réalité, mais on va essayer de voir en fait qu'est-ce que ChatGPT en fait et comment vous en servez en fait. Donc, qui utilise ChatGPT pour faire ce qu'on appelle la summarization, donc de prendre un gros texte en fait et de faire le sommaire en fait de ce texte-là pour aller plus vite. Ok, bon, quelques personnes, très bien. Qui utilise ChatGPT pour reformuler un texte, donc pour faire de la correction orthographique, pour reformuler un email, donc un peu plus de monde. Ok. Pour comprendre un morceau de code, donc voilà. Une reformulation aussi, mais c'est du code, ok. Et maintenant, en fait, la partie générative, en fait, donc, qui est plutôt générer du code. Ok, vous êtes nombreux. Et générer du texte pour les tests, pour des choses comme ça, ok. Bon, okay. D'autres utilisations de ChatGPT? D'accord, question answering, ok. Donc on lui donne un contexte, et puis, ou bien on ne lui donne pas de contexte, mais on pose une question. Okay. Très bien. Pour analyser des logs aussi, mais je pense que ça rejoint l'analyse du code. D'accord, super. Donc on va essayer de couvrir en fait au moins une partie de ces aspects-là. Et juste avant on va se concentrer sur le plus important. Et donc ça c'est en fait comment le CEO de OpenAI utilise ChatGPT.
Donc on a eu la chance de l'avoir en fait, je vais dire dans nos locaux, mais c'est pas vrai, on est dans un espace de coworking, dans un incubateur qui s'appelle Station F. Donc Sam Altman est venu en fait et il a tenu une conférence et on lui a posé la question, mais comment tu utilises en fait ChatGPT? Et en fait, il s'en sert beaucoup en fait pour faire du résumé. En fait. Et quand on y pense, en fait, c'est finalement, ChatGPT, c'est ça en fait. Il est capable de faire le résumé de énormément de données en fait qui sont assemblées un peu de partout, on ne sait pas d'où d'ailleurs, et de les condenser en fait en quelques phrases. Et c'est ce qui lui permet de donner des réponses. Donc il y a une partie importante qui est en fait résumer quelque chose en fait de manière plus simple, plus succincte. Et donc voilà, ça c'est une utilisation donc, de la part du CEO même. Si je reviens en fait au search maintenant, donc tout ce qui est NLP, donc traitement du langage naturel et puis tout ça, donc le search est naturellement proche en fait de ces domaines et donc vous voyez Google était le premier en fait, donc voilà, on est dans une conférence de FES, donc on va quand même donner au César ce qui est au César, donc c'est Google qui a introduit en fait dans le search des approches de ce type-là, comme on va voir. Et donc, la sémantique dans le search, elle est là depuis vraiment le début, en fait. Même dans une phrase très simple où on dit « jus d'orange », il y a une sémantique, en fait. C'est d'abord du jus, ensuite d'orange. Donc, ce n'est pas des oranges à jus, en fait. Donc, la sémantique, elle est importante. Donc, on parlait de question answering, en fait. Donc, vous connaissez tous, en fait, cette interface. Et encore une fois, c'est Google qui a introduit ça en 2018 même. Et donc, c'est en fait ce qui a permis à Google de nous garder dans Google. D'accord. Donc, il y a eu au départ le « je suis chanceux », en fait, où on ne montre qu'une réponse. Donc là, Google montre qu'une réponse, qu'il a rassemblé des résultats pertinents. Et donc, on n'a plus une liste de liens, en fait, sur laquelle il faut cliquer pour trouver la réponse à notre question. On a vraiment la réponse à notre question directement dans le moteur. D'accord. Et donc, je fais une petite parenthèse pour saluer, en fait, la keynote de ce matin où il y a eu un peu le langage inclusif et donc c'était bien vu. Donc ça parlait de l'humanité sur la Lune et pas de l'homme sur la Lune, même si voilà. Donc là j'ai posé la question de la même manière, première humain sur la Lune et bon après la réponse elle n'est pas encore inclusive. Voilà. Donc on dit révolution ou juste évolution des moteurs de recherche. Qui, je ne devrais peut-être pas poser la question dans cette conférence, mais qui utilise Bing? Bon, en fait, vous devriez y jeter un coup d'œil. Donc, je ne sais pas si j'ai dit qu'il y aura beaucoup de démos dans ce... Donc, on va essayer. Je vais vous montrer le nouveau Bing, en fait. Il est comme ça maintenant, d'accord? Vous vous rappelez Google au début, j'ai de la chance, un seul bouton, une seule réponse et tout. Ça, c'est le nouveau Bing. Et ça ne s'arrête pas là, en fait. Il suffit de scroller. Vous voyez le bouton chat ici? Donc, je ne sais pas si je ne peux pas scroller ici, mais par exemple, je dis DFS Toulouse. Okay. Si je scrolle en haut, ça, c'est Bing aussi. Bon, maintenant, ils ont mis aussi du Copilot et tout ça. Donc, c'est ça maintenant, un moteur de recherche. D'accord. Et donc, on va essayer d'y aller petit à petit, en fait, d'aller dans ce sens-là. En fait, derrière ça, c'est ChatGPT. D'accord. Et donc, il y a une chose, en fait, qui est importante de souligner, en fait, qui sont les références qui sont là. Donc, on va revenir pour ne pas trop s'attarder. Pourquoi les moteurs de recherche sont allés dans ces directions-là? Donc, pour une raison toute simple, en fait, que l'usage des moteurs de recherche, en fait, s'est élargi aux devices comme ça, même aux devices qui n'ont pas d'écran. Donc, il faut parler, en fait, au moteur. Donc, en fait, on parle dans le conversationnel depuis assez longtemps, finalement. Ça, c'est tiré d'une présentation que nous, on a fait. Nous, on avait beaucoup de travaux de recherche, en fait, sur tout ce qui est conversationnel au-dessus d'un moteur de recherche. Et donc, tous les assistants vocaux, en fait, ils ont besoin, en fait, de ces fonctionnalités-là. Donc, c'est de là que c'est parti. Donc, Google Assistant, etc. Voilà, c'est cette conférence-là, en fait. Donc, si vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est intéressant. Donc, c'est, en fait, implémenter un assistant vocal, en fait, avec des outils open source. Et donc, c'est un peu les mêmes principes. Ça, c'est encore une autre présentation faite par Aline.
Et donc, je reviens en fait maintenant à question answering. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, je peux remettre la copie d'écran ou on peut même aller directement. Ça, c'est Google, d'accord? Ça existe depuis 2018, certes, mais ça, c'est Bing. Quelle est la différence? Donc, on va cliquer dessus. C'est ChatGPT parce qu'on parle de ChatGPT. Ce n'est pas vraiment Bing, en fait. Et donc, on va le voir en live. Donc, la différence, en fait, elle est là. Vous voyez ici? OK. Donc, en fait, on cite ces sources. On ne donne pas la réponse, parce qu'on peut se tromper, d'ailleurs. D'ailleurs, si on demande quand est-ce que DevFest Toulouse a été créé, on n'a jamais le même résultat selon le modèle qu'on interroge, que ce soit Bard ou ChatGPT ou Bing. Et donc, en fait, là, on voit déjà en fait, une première évolution en fait, qui est « according to 5 sources ». Donc, ça veut dire en fait que je n'ai pas juste pris la réponse la plus pertinente, j'ai fait le summary et puis je vous ai donné la réponse, mais j'ai fait quand même un mix en fait, de plusieurs sources et en fait, je donne en fait, toutes mes sources que je vois ici. D'accord? OK. Tout simplement parce que je peux aussi me tromper en fait, sur une question même aussi évidente que celle-ci. OK, donc du coup, on était ici. Donc voilà, donc la question de croiser les résultats. Donc ensuite, on va essayer de voir comment on fait cette chose-là, en fait, qui est citer ses sources. D'accord? Vous allez sur ChatGPT, vous lui posez une question, il vous donne une réponse. Est-ce qu'elle est bonne? Là, c'est encore pire, en fait. Ça peut être des hallucinations, ça va être un truc complètement inventé. C'est comme ça que le modèle fonctionne. Il est rémunéré pour ça, pour dire des mots, en fait, qui se suivent l'un après l'autre. Donc, il y a quand même cet aspect qui est très important. Vous voyez ici, en fait, les citations. Donc, 1, 2, 3, donc tous les liens, en fait, qui appuient, en fait, la réponse à ma question. D'accord? Et donc, on va essayer de voir, en fait, de faire la même chose. OK. Donc, c'est un secret qui était, bon, on peut aller directement à la source, comme ça on le voit en direct, qui a été révélé en fait un peu au tout début du nouveau Bing. En fait, il y a eu plein d'histoires en fait sur le fait qu'il était agressif, que si jamais tu le provoquais, bah, il continuait en fait dans la démarche, etc. Et en fait, c'était quelque chose qui s'est amélioré au fur et à mesure en fait. Et c'est grâce en fait à ce qu'on appelle un prompt. D'accord? Donc, qui connaît le métier de prompt engineering? Je pense que vous êtes tous au courant maintenant. C'est ce qu'on va devenir tous dans quelques mois. Donc, en gros, tout ça, ça se base sur un prompt. En fait, on dit à ce nouveau Bing, en fait, voilà, tu es un moteur de recherche, tu t'appelles Sydney, il faut que tu sois gentil, il ne faut pas que tu rentres dans la polémique, etc. Donc, voilà, ça, c'est le prompt, en fait, qui est derrière le nouveau Bing. Okay? Donc, ce qui lui permet, en fait, d'une part, d'être cordial et d'une autre part, de citer ses sources. Donc, on va essayer, en fait, donc, on va commencer, en fait, à faire pareil. Donc, parce qu'on veut cloner ChatGPT. Okay? Juste avant d'y aller, je voulais citer cette conférence-là parce que donc, elle nous a inspiré pour le prompt qui va suivre. Et surtout, en fait, si vous êtes intéressé par tout ce qui est moteur de recherche, etc., elle est excellente en fait comme conférence. Donc, c'est une bonne référence. Alors, donc, on va aller en fait sur le playground de ChatGPT. Donc, on va encore utiliser ChatGPT, mais c'est pas grave. On va bientôt s'en passer. Et donc, ça, c'est un prompt qui est inspiré du prompt de Sydney, en fait, donc celui qui est derrière le nouveau Bing. Et donc, je le colle ici, je vérifie juste que voilà. Et donc, ça, c'est la même chose que ChatGPT. Là, c'est GPT-4, mais le 3 fonctionne exactement pareil. Bon, je vois que mon formatage est parti. J'espère que ça va fonctionner, sinon on va recommencer. Bon, après, c'est que des passages à la ligne. Donc, en gros, ce que je dis, en fait, dans ce prompt, je dis, voici des résultats de recherche, 2 exemples, donc 1 qui est là et le 2 qui est là. OK? Et ensuite, je lui dis fais-moi un résumé, en fait. En fait, compte tenu de ces résultats de recherche et de la question que l'utilisateur va te poser, réponds à la question, mais tout en citant tes sources. D'accord? Donc, je vais lui dire ici,
write a comprehensive reply to the given query, make sure to cite results using bla 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 notation after the reference. Et ce qui nous donne en fait ces petits liens ici, en Markdown, dans lequel on a la réponse et on a aussi les sources en fait qui ont donné cette réponse-là. Ok? Donc avec ça, en fait, on va pouvoir aller plus loin. Et en gros, on a cloné Bing. D'accord? Enfin, pas encore, mais ça va nous aider à cloner Bing. Et donc, comment ça fonctionne, en fait, comment on pourrait, en fait, maintenant, prendre un moteur de recherche et cloner Bing, en fait, avec cette approche-là. Donc, on a déjà une tâche NLP qui s'appelle Question Answering. Il y a beaucoup de modèles de machine learning qui sont capables de le faire aujourd'hui. Le Question Answering, en gros, ça reçoit un contexte et une question, selon le contexte qu'on lui a donné. Donc, c'est un modèle qui n'a pas besoin d'Internet, etc. Donc, c'est juste par rapport à son entraînement passé, en fait, il va extraire, en fait, du texte qu'on lui a donné la réponse. Vous voyez qu'ici, la réponse, c'est du texte qui n'est pas inventé, qui existe réellement. Donc, c'est comme le highlighting, en fait, des moteurs de recherche. Si vous connaissez un peu donc, Elasticsearch, OpenSearch, tout ça, c'est le highlighting, mais en version plus, quoi. Et après, on peut aller vers le Generative Question Answering, dans lequel, en fait, le modèle va aussi inventer du texte. Bon, là, on est assez safe parce qu'il va broder, juste entre guillemets, il va broder autour du highlighting qui était la vraie réponse à la question, ou l'extrait qui est considéré comme la réponse à la question. Et on va avoir une phrase, en fait, un peu mieux faite. D'accord? Et donc, dans l'architecture, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on va voir un exemple concret. En gros, comment ça se passe? On va prendre le texte, on va l'indexer. Donc, on va extraire, enfin, les pages web, on va les extraire le texte, on va les mettre dans une base qui est un moteur de recherche, mais c'est également une base vectorielle, en fait. C'est très important. Donc, ce n'est pas que du texte, en fait, il y a aussi des vecteurs, en fait, qu'on va devoir créer. Donc, nous allons voir par la suite. Et donc, le search, il est en haut, ici. Donc, quand je fais un search, j'obtiens des highlights, des extraits pertinents. Et ensuite, avec ces extraits pertinents, je peux les passer dans un modèle de question answering. Et je vais avoir en fait une réponse en fait à la ChatGPT, au nouveau Bing. Ou bien, si jamais je ne trouve pas de réponse directement, je peux aussi interroger directement la base vectorielle. Et du coup, je vais avoir des réponses comme ça. Et donc, ça nous donne ça. Donc, ça, c'est juste le code, en fait, donc le pseudocode. Enfin, c'est le code même, hein, ce n'est pas très compliqué. Donc, en gros, je vais importer un modèle qui est un modèle de machine learning. Donc, ça se fait en 3 lignes. Et ensuite, ça, c'est le code qui va dire, voilà, pour chaque résultat de recherche, en fait, passe-le par la moulinette Question Answering. Si tu as un score de confiance supérieur à 0,50, bah, renvoie le résultat. Et ça nous donne, en fait, des trucs comme ça, comme ici. Je vais essayer de vous le montrer, en fait, en live. Donc, Capital Europe, OK, non, mais j'avais juste utilisé... C'est dans le prochain slide. Voilà, donc ça donne un peu comme ça. Donc ça, c'est un moteur en fait qui indexe les talks de DevFest de cette année. Donc vous voyez les résultats de recherche en fait qui sont là. Donc j'ai cherché ChatGPT tout simplement. Donc et là donc ça compute. Et ici en fait j'ai un peu un résumé en fait des résultats de recherche et des liens en fait vers la source. Donc je dis pas juste un texte en fait qui veut rien dire. Je cite mes sources. Donc c'est là. Plus d'infos, plus d'infos, plus d'infos. Okay, donc on va poser une autre question en fait. Donc j'avais un autre exemple. Suite à la keynote de ce matin, donc vers la Lune et au-delà. Donc ici, j'ai pas de réponse parce que je suis en mode keyword, d'accord? Donc si on revient sur l'architecture qui est là, donc je suis un peu en ce mode-là. Donc le search n'a rien donné parce que exactement ce texte-là, vers la Lune au-delà, ne se trouve pas dans le DevFest Toulouse. En revanche, si je passe par là, par le vecteur, j'ai des réponses. Je ne peux pas vraiment les afficher parce que dans le vector search, il y a beaucoup de bruit généralement. Par contre, si je fais un résumé en fait, de ce qui m'est retourné, je tombe en fait sur... ça, c'est un extrait exactement de la keynote de ce matin, en fait, qui se trouve dans le texte. OK ? Voilà. Donc, je vais avancer plus vite. On a cloné Bing jusqu'ici.
on ne s'est pas encore débarrassé entre guillemets de ChatGPT. Petite parenthèse, donc ce que j'ai utilisé là, c'est un moteur collaboratif qui s'appelle All.Sit qu'on développe chez Adeline. Il fonctionne comme Wikipédia, en fait, tout le monde peut contribuer et du coup, ça fait des moteurs. Donc là, j'ai créé ce matin un moteur d'FS Toulouse. Vous pouvez créer un moteur, je ne sais pas, développeur Java ou un moteur, je ne sais pas, Kubernetes, etc., si vous êtes expert dans le domaine. Et donc, l'utiliser, invitez vos followers à l'utiliser. Et donc, fonctionne comme Wikipédia, comme GitHub, il y a de la collaboration comme des pull requests. Ainsi de suite. On le présente plus en détail dans cette conférence. C'est très intéressant, ça parle aussi en fait un peu de où vont les moteurs de recherche, la publicité, etc. Et voilà. On va avancer en fait maintenant vers la partie plus NLP. Donc, oui, traitement du langage naturel. Donc, on peut utiliser l'autre micro. Ok. Donc, on va voir des tâches qu'on peut faire avec l'NLP, avec des différents modèles, et après, on va voir comment on peut les implémenter dans Elastic. Donc, juste pour vous expliquer très rapidement des tâches, ça, on l'utilise dans le service client, par exemple. On peut faire du sentiment analysis, donc voir de notre document, classifier les documents sur la base de s'ils sont positifs, s'ils sont neutraux et s'ils sont négatifs. Bon, c'est le modèle que je choisis pour nous. Et on peut enrichir, par exemple, dans le domaine d'Elastic, on peut enrichir notre index avec ça. On peut faire la même chose avec les Named Entity Connection, donc on peut reconnaître les différentes entités qu'on a dans notre document et on peut enrichir notre index avec, par exemple, des tags, ou on peut utiliser ça pour faire des facettes. Par exemple, ici, on a différentes entités. On peut avoir des dates, des lieux et des personnes, ou des organisations. Voilà, on a Google. Aussi, on peut faire du zero-shot classification, donc on peut classer des documents au sens que les classes ils sont connues pendant l'entraînement du modèle. Toujours très utile pour enrichir notre document. Summarization, on a parlé avant, pas tout le monde l'utilise avec ChatGPT, mais je comprends, à la fin on a des modèles qui sont super efficaces pour faire ça. Toujours c'est en question de l'utiliser pendant l'indexation parce qu'on veut peut-être réduire le contenu ou indexer moins de choses en fait. Et la recherche vectorielle. Donc, ça, c'était la buzzword 2022, avant de l'arrivée de l'LLM. Comment ça fonctionne? En fait, on peut représenter les documents dans un espace vectoriel. On ne les représente plus avec les mots, avec du texte, mais on utilise des vecteurs, justement. Et on peut comparer notre document dans cet espace vectoriel avec notre query, qui va être elle-même transformée dans un vecteur. Et donc ça, c'est un workflow de fonctionnement du vector search. Donc, comme je disais, on peut vectoriser des images, des documents et des audios. Tous ces types de documents, ils vont être transformés dans des vecteurs. Donc, on a de multimodèles, parce qu'on peut vectoriser tout. De l'autre côté, pendant la recherche, on va vectoriser notre query et donc après on a la comparaison de notre document avec la query. Dans l'espace vectoriel, on va prendre le document qui est le plus proche à notre query, ou les documents qui sont plus proches à notre query. Et c'est impressionnant parce qu'on n'a pas besoin de préparer un analyzer, on n'a pas besoin de préparer une liste de synonymes et ça fonctionne avec plusieurs langues, donc c'est multilangue, ça fonctionne avec plusieurs types de documents. On voit ici images et c'est vraiment impressionnant. On va voir un peu plus de détails pendant la démo. C'est moi qui prends ça. Ouais. Donc, vous avez dit que vous connaissez Hugging Face, donc tant mieux. C'était, je vais mettre là. Donc, on va pas trop s'attarder parce qu'on a aussi une démo à vous montrer. Donc, Hugging Face, c'est la communauté, c'est le GitHub du machine learning. Donc,
pas mal de monde dans la salle connaît. Donc c'est une société française en fait qui a démarré aussi à Station F. Et comme je disais, nous aussi on est à Station F, donc si on arrive à la cheville de Hugging Face dans 2 ans, ça serait bien. Et donc ça fonctionne comme ça. Donc je vais juste vous montrer pareil. Donc vous connaissez déjà, mais ce qui est en fait intéressant, donc c'est cette partie models. Et en fait toute cette partie là, qui est NLP en fait, c'est ce qui va nous aider en gros à traiter le texte en fait. Donc c'est ce qui va enrichir le moteur de recherche pour le rendre en fait après conversationnel. Donc je vais juste voilà. Petite parenthèse en fait sur le modèle en fait qu'on choisit sur Hugging Face. Donc Hugging Face, il y a énormément de modèles. Il y en a beaucoup, enfin c'est beaucoup open source, etc. Donc on peut s'en servir très facilement, on peut les tester, etc. Et dans tout ce que vous faites en fait pour votre moteur conversationnel, en fait, donc quand vous clonez ChatGPT dans votre entreprise ou comme ça, il est important en fait de choisir le bon modèle en fait. Et ça c'est une citation de ChatGPT que Pietro a trouvé, donc c'était très bien. Et donc juste comme exemple pour le bon modèle, donc je ne vais pas du coup le montrer sur Hugging Face, mais ça c'est tiré de Hugging Face, donc c'est une copie d'écran de Hugging Face. Donc on peut tester les modèles. Et donc typiquement là c'est un modèle de question answering en fait qui est suffisamment gros, on va dire. Je lui ai donné un contexte, donc 2 résultats de recherche, un qui est extrait de voilà, ces 2 sites en fait, Lumni je crois et puis Wikipédia. Et donc j'ai posé la question de quelle est la capitale européenne, donc il y a une bonne réponse. Et quand je change de modèle, c'est en fait le même modèle, mais c'est juste il est plus petit, il est moins bien entraîné, etc. Il est plus léger, forcément, donc la réponse n'est pas forcément la bonne. Et puis après, il y a d'autres considérants, il y a des modèles qui sont entraînés pour l'anglais, ils ne vont pas être pertinents pour le français et vice-versa. Donc là, c'est une conférence où on détaille en fait vraiment beaucoup cette partie. Et voilà. Donc très rapidement, pour intégrer maintenant Hugging Face avec Elasticsearch, d'accord. Donc c'était le titre de la conférence. Et donc on va avancer. Il y a une étape en fait préliminaire qui consiste à prendre les modèles de machine learning de Hugging Face et les installer en fait dans notre moteur de recherche. Donc dans le cas d'Elasticsearch, il y a des nœuds qui s'appellent machine learning et qui vont faire tourner en fait le modèle. Donc il y a cet outil en fait qui existe, qui peut être utilisé. On décrit vraiment très en détail cette partie-là dans cette conférence-là, si vous voulez plus de détails. Et ça fonctionne aussi avec OpenSearch, donc c'est pas le même outil, c'est pas les mêmes approches, mais l'idée est la même. En fait, on prend en fait le modèle qui est sur Hugging Face et on le installe en fait dans la JVM en fait du moteur de recherche. Et donc on a une démo en fait un peu de comment ça marche. Et donc ok, donc on va voir un peu tous les différentes tâches d'NLP qu'on a vues avant. Donc voici, j'ai déjà indexé mes documents. Ces 2 documents, on va voir des documents textuels sur Toulouse, sur les développeurs et sur DevFest. C'est des documents dans 3 langues. On a du français, on a du anglais, on a des italiens. Et on va voir pourquoi j'ai mis 3 différentes langues. Donc le premier cas d'usage, c'est la détection du langage. Comment ça fonctionne sur Elastic en fait? On a déjà chargé notre modèle utilisant Eland. On va générer un pipeline. Les pipelines en général, ils sont utilisés pour enrichir un index, donc pour ajouter des informations dans un index. Et donc on va utiliser notre modèle pour enrichir un index pendant la réindexation. Donc on va générer notre pipeline. Oh, c'est ici un contrôle. Et on va faire de la réindexation. Donc, on a l'index source, c'est l'index avec tous nos documents de type textuel, et notre index de destination. Donc, c'est l'index ML langue. Je cherche dans mon index et je retrouve en fait le valeur qu'il était sorti par le modèle. Donc, dans ce cas, on se retrouve avec un document en anglais. On a bien le modèle qu'il a reconnu que c'est la langue anglaise. On a le cas du français, bien sûr. On a le cas de l'italien, quelque part ici.
Pour la reconnaissance d'identité nommée, c'est plus ou moins la même chose. Donc, on va toujours utiliser un pipeline, on va utiliser un autre modèle. Donc, chaque modèle il a un ID on peut utiliser. Et on va donc créer notre pipeline, réindexer encore une fois. Donc, on va réindexer dans un autre index, l'index defest ML Name Identity Recognition. Et donc, si on cherche, on va retrouver notre index enrichi avec quoi? Avec le document, avec les différentes entités reconnues et un tableau avec les différentes entités. Donc, on trouve des entités comme Toulouse, Pink City, donc c'est toujours des lieux. On peut aussi faire du question answering, bien sûr, donc ça fonctionne toujours comme une fonction. Donc, on donne du contexte, on donne une question, elle va sortir quelque chose. Et donc, what other name is used to call Toulouse? On a découvert aujourd'hui, c'est la Pink City. Très féminin. Voilà, on a aussi d'autres questions, on peut demander vraiment n'importe quoi. Ici, on utilise un modèle de question answering, ce n'est pas du générative question answering, c'est l'extractif. Et donc, en fait, on voit bien la position des différentes des réponses dans le texte, la probabilité que cette réponse elle est correcte et le valeur. Donc, Airbus was founded dans les années 70. Juste pour préciser, donc sur Hugging Face, il y a des modèles en fait aussi de question answering générative et des modèles génératifs tout court en fait. Donc on peut aussi prendre la réponse, lui donner un contexte et lui dire ok, généralement une phrase avec. C'est juste une étape simple. Très importante aussi la vectorisation. Donc comme on disait avant, le plongement lexical, donc transformer notre document dans un vecteur. Dans Elastic, c'est comme dans OpenSearch, il faut définir un index spécifique qui contient un champ de type vecteur, dense vector, dans Elasticsearch. Il faut bien donner le nombre de dimensions correctes, donc, parce que chaque modèle il va nous sortir un vecteur avec n dimensions. Et après, il faut définir l'algorithme utilisé pour la comparaison entre le query et le document. Voilà, on a déjà l'index, bien. Donc, toujours, on utilise un pipeline pour vectoriser notre document et donc on réindexe. Et si on cherche dans l'index MLVec, on se retrouve avec tout ça. Donc, ça, c'est notre vecteur. Donc, on va pouvoir utiliser ce vecteur pour rechercher notre document. Voilà, on va aller directement ici. Ça, c'était le vieux endpoint utilisé dans Elasticsearch pour faire de la recherche vectorielle. Donc, on avait un query vector, donc notre vecteur, on calculait en avance. Et on pouvait utiliser la similarité pour calculer, pour retrouver notre document. Donc, dans ce cas, cet vecteur représente un avion, parce qu'on l'avait calculé en avance ici. Et donc, si on cherche dans notre index, on va retrouver tous les documents qui se croisent bien avec les avions. Donc, par exemple, Airbus, ou sinon Toulouse, le fait qu'il est nommé aussi Aerospace Valley. Avec Elasticsearch 8.7, on a aussi la possibilité d'utiliser directement, de faire de la vectorisation de notre query directement dans la requête. Et ça, c'est super utile. Donc, par exemple, Airplane, on le transforme directement dans un vecteur et le modèle, il va tout faire, en fait. Et donc, dans ce cas, on aura les mêmes réponses, en fait. C'est la même chose, c'est pas le même endpoint, mais c'est la même philosophie derrière. Mais ça marche beaucoup mieux. Donc, pourquoi le vector search, il est incroyable? Parce qu'en fait, si je cherche quelque chose dans mon index et je la trouve, donc avec le keyword search, j'ai les documents. Mais si je cherche Tolosa, donc en italien, j'ai pas de document qui parle de Tolosa, j'ai rien en fait. Mais si je fais la même chose, donc si je cherche Tolosa en utilisant le vector search, voilà, on se retrouve avec les documents plus pertinents. En plus, on se retrouve avec le document en italien. Voilà, on peut aussi poser des questions à notre moteur, et ça c'est très utile, surtout dans un système RAG, donc Retrieval Augmented Generation, dans laquelle on a parlé avant. Donc on veut récupérer des documents pour les donner à notre Large Language Model, pour lui donner du contexte, sinon il peut nous sortir des réponses pas correctes.
Et voilà, je pense qu'on n'a pas trop de temps. On peut s'arrêter sur les références éventuellement. Ouais, on va s'arrêter sur les références. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Et oui, donc, si vous voulez aussi tester des modèles, des large language models, vous pouvez utiliser le QR code ici, c'est à droite. Bon. Aussi, vous pouvez aussi consulter la leaderboard Hugging Face, c'est un espèce de classifique des différents modèles. Et après, il a toujours utile la liste des modèles open source, qui augmente toujours de plus en plus. C'était peut-être pas la meilleure idée de mettre 3 codes barres dans le même écran, mais prenez une photo et puis ouais. demandez à un copain de vous montrer la photo une par une. Okay. Je crois qu'on a épuisé le temps, donc on va s'arrêter là. Donc si vous avez des questions, avec plaisir. Donc on va être aussi dans la salle qui est en bas. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Très bien. Bah, merci.